Bonjour à tous, je profite de ce cadre plutôt magnifique pour vous présenter l'émission. Je suis Pierre-Yves, fondateur de Peps Media, et dans l'émission Ça déboîte, on va aller à la rencontre d'entrepreneurs et de personnes inspirantes. Au cours de différents épisodes, vous allez découvrir leur histoire, quelles ont été leurs motivations, et on va essayer d'apprendre de leur expérience. On va essayer de mieux comprendre leur parcours. Quelles ont été leurs difficultés, quelles ressources ont été nécessaires, comment ont-ils fait grandir leur entreprise et comment ont-ils évolué professionnellement et personnellement. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter ces épisodes que j'ai pu en avoir durant ces entretiens. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Cédric Brément, qui est le fondateur des T-Ced, les Roms de Cède. C'est une personne incroyable avec un parcours atypique. Vous verrez que derrière le succès se cache beaucoup de travail, de questionnement et de remise en cause. Une dernière chose, si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à vous abonner, liker, mettre la petite cloche. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce serait vos commentaires. Savoir ce qui vous a plu, déplu, comment on peut améliorer le format et est-ce que vous auriez posé d'autres questions, par exemple. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller profiter de la neige. Bonjour Cédric. Bonjour Pierre-Yves. Et merci de nous accueillir dans cette salle magnifique. Et merci à toi. Et je suis super content que tu sois là. Super content parce que tu es quelqu'un que j'apprécie et qui fait aussi un lien avec notre histoire et mon histoire passée. Donc voilà, quand tu retrouves des gens quelques années après, c'est toujours super sympa. Donc merci à toi. On se connaît depuis longtemps, d'une autre vie, quand toi tu étais beaucoup dans le basket. Moi, je m'occupais des joueurs de basket à ce moment-là. Exactement. Et puis on va dire peut-être ce point commun d'avoir choisi de prendre un virage ou de tester de nouvelles aventures. Et justement, en voyant ton aventure, que j'ai trouvée hyper inspirante, hyper enrichissante, j'avais envie de t'interviewer pour partager ça et pour un peu mieux comprendre quelles ont été tes motivations, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans cette grande aventure. Peut-être en commençant par avant le T arrangé de Cède. Avant les T arrangés de Cède, c'était les Roms de Cède. La marque qui était sur les produits, c'était les Roms de Cède. Après, quand tu crées l'entreprise, tu te rends compte que c'était pas une marque qui pouvait être réutilisée. Donc, il a fallu adapter, et c'est pour ça que ça s'est transformé en T arrangé de Cède. J'étais basketteur, mais le basket pour moi n'était qu'un loisir. J'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le management de l'équipe de production. L'agro, la production, le produit ont toujours fait partie des choses que j'ai réellement appréciées et qui m'ont servi et qui me servent aujourd'hui au quotidien pour développer, je dirais, cette activité de rhum arrangé. Qu'est-ce qui m'a fait passer de cette relative anonymat, je dirais, à aujourd'hui cette aventure géniale et où forcément il y a un petit peu plus de mise en avant, ça a été tout le temps que j'ai passé à faire mes propres produits à la maison, le temps que j'ai passé à le faire déguster, parce que j'aimais toujours à la fin des matchs de basket rapporter une bouteille, ou plus en fonction du nombre de personnes que je pensais qui pouvaient être là. Et voilà, ça a été mon étude de marché involontaire, parce que j'avais bien pas du tout l'idée de me dire je vais en faire une activité un jour. Et le fait d'avoir fait beaucoup de bouteilles, un jour, mon épouse m'a dit soit tu officialises l'activité ou soit tu arrêtes. Parce que il n'y a plus de place dans le garage. Il n'y a plus de place dans le garage, ça prenait beaucoup de temps parce que j'avais une activité professionnelle. J'ai ma famille qui commençait à pousser. Je passais beaucoup de temps en basket puisque ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et puis le peu de temps que j'avais, je le consacrais à ça. Donc à un moment, le temps n'est pas extensible, nos capacités ne le sont pas non plus. Donc il a fallu faire un choix et ce choix est tout simplement magique à aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a eu, ce que j'ai compris, il y a le côté famille, avec ta femme qui t'a poussé dans ce sens, soit d'y aller à fond, soit d'arrêter. Est-ce qu'il y a eu autre chose, soit, je sais pas, dans ton éducation, ou quelque chose qui t'a amené à l'entrepreneuriat, dans le fait de tenter l'aventure, de sortir de ta zone de confort? Alors, par rapport à la famille, non. J'ai des parents qui étaient fonctionnaires et je dirais l'environnement familial, il n'y avait pas du tout ce point de vue entrepreneurial. Par contre, je pense savoir là où tu veux m'amener et j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours pris mon courage à deux mains, qui me suis toujours lancé et j'ai par habitude toujours été dans le style à toujours pousser mes limites. Donc le fait de venir dans un univers inconnu en n'étant pas dans la maîtrise absolue, ça m'a pas fait... il y a forcément un petit peu d'appréhension parce que c'est vraiment un univers qui est complètement nouveau, mais je me suis dit, qui ne tente rien n'a rien, on mesure forcément une partie des risques
et surtout sur la partie financière. Il y avait peu de risques sur le démarrage, puisque du fait de mon expérience agroalimentaire, bah, j'ai fait beaucoup de choses par moi-même plutôt que d'acheter des choses qui pouvaient éventuellement correspondre. Donc voilà, une fois que l'étude de risque elle est faite, bah go, on y va. Puis c'est surtout le fait de l'aventure. Enfin, je dirais ceux qui veulent pas explorer, bah, ils restent chez eux. Mais moi, j'ai décidé d'explorer. On va parler plutôt de la communication, c'est-à-dire comment, donc t'étais déjà connu et t'avais fait connaître tes produits autour de toi. Et comment t'as fait pour aller un peu plus loin dans la communication, pour aller étendre et faire mieux connaître ta marque? Bah, il est important déjà de se dire, les clients d'avant ne sont pas forcément les clients d'après. Parce que on passe d'une activité, je dirais, passionnelle et non officielle à un vrai travail et une vraie source supposée de revenus. Donc le rapport, il n'est pas forcément le même quand tu les ramènes avec ta bouteille et quand tu dois la vendre. Donc moi, je suis parti du principe que, ça se trouve, les clients que j'avais avant, bah, ce ne seraient pas les clients d'après. Donc bah, j'ai tout remis à zéro et je me suis dit, voilà, j'ai tout à aller conquérir. Donc bah, qu'est-ce qu'on fait? On prend son petit bâton de pèlerin, on prend sa petite valisette que ma femme avait réalisée en bois, et je me suis baladé tel un marchand de lait qui vient faire du porte-à-porte pour présenter les produits. J'allais pas faire le porte-à-porte des particuliers, mais j'ai été faire le porte-à-porte des cavistes et pour raconter l'histoire et ensuite bah, permettre aux cavistes de les découvrir et donc de les déguster. Et le fait d'avoir passé beaucoup de temps, que ce soit en dégustation chez les cavistes, en animation chez les cavistes aussi, bah, m'a permis de forcément pouvoir continuer de se faire connaître. À ton avis, quel était ton atout principal? Qu'est-ce qui fait que le caviste s'est dit « Ok, je le mets dans mes rayons et j'ai envie d'avoir ce produit-là chez moi ». Le facteur premier, c'est la dégustation. Si le produit est pas bon, tu auras beau raconter toute l'histoire que tu veux, ça servira pas à grand-chose. Donc, pour que le caviste soit sensible, il faut commencer par raconter l'histoire, le pourquoi du comment on en arrive à créer ce produit-là, sachant qu'à l'époque, en 2011, le secteur des rhums arrangés n'était pas du tout développé comme il peut l'être maintenant. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en voit plus. J'estime que c'était une barrière supplémentaire, c'est-à-dire un produit qui sort un petit peu de ses eaux, des morceaux dans la bouteille, en cave, il n'y a pas ça. Donc bah, il a fallu expliquer un petit peu toute cette démarche et l'intérêt d'avoir ce morceau de fruit qui reste à l'intérieur de la bouteille. Et une fois qu'on arrivait à la dégustation, parce qu'ils étaient tous curieux de déguster, bah, il y avait cette assurance qui a été atteinte. Donc bah, une fois que toutes les cages sont cochées, bah, go, on y va, on lance, on prend, et puis c'est parti. C'est vrai qu'il y a peut-être une prise de risque un peu plus importante quand on commence par un produit qui n'est pas connu. Souvent, quand on lance une nouvelle marque, on a tendance à étudier un peu le marché, on voit ce qui plaît et on copie quelque chose, quitte à le surpasser ensuite. Là, c'est vrai qu'il n'y en avait pas du tout avant. Ouais. Non, je suis parti de zéro et il est vrai que bah, on va dire c'est une barrière supplémentaire parce que le caviste n'a pas forcément un rayon qui est extensible. Donc rentrer un nouveau produit sans savoir d'où il vient, sans connaître la marque, sans connaître le bonhomme qui y fait, bah oui, il y avait beaucoup de freins, donc il a fallu surpasser tout ça. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières à la création de ta société, de ton entreprise? Alors, j'entends par là, il y a peut-être un aspect administratif, création, paperasse, etc. Mais même vis-à-vis... bah alors, ta femme t'a plutôt encouragé une fois que tu t'es dit je me lance là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des craintes autour de toi, dans ton entourage peut-être? Parce que bah, tu allais passer d'un CDI à peut-être l'inconnu. À rien, ouais. Voilà, à rien. Donc toi, tu as dit que toi, tu étais plutôt... t'as envie d'aller vers l'aventure généralement, mais est-ce qu'il y a eu des choses qui ont pu te freiner à côté, quoi? Bah, par principe, le changement fait peur. Donc, quand je dis ça, c'est pas valable que pour moi, c'est valable pour beaucoup de monde. Et il y en a qui décident de rester dans leur, je dirais pas confort, je dirais plus routine, avec une définition positive ou négative en fonction de chacun. Mais de base, le changement fait peur. J'ai pas eu cette crainte, parce que il y avait vraiment une vraie émotion et j'étais vraiment animé par dire j'ai la possibilité de pouvoir continuer à m'éclater. Donc ça, c'était quelque chose qui était important. Après, comme pour tout, oui, il y a toujours des soucis administratifs entre le temps où j'avais quitté mon précédent emploi le 31 août et moi j'avais en tête qu'il fallait absolument que tout soit prêt pour Noël. C'est un des moments commerciaux, je dirais un des moments commerciaux les plus importants. Faut pas le louper. Et pour bénéficier un petit peu de ça, donc ça a été la course contre la montre au départ. Donc déjà il y a eu un petit peu de perte de temps administrative, mais bon c'est comme ça.
Et après, une fois ça, j'ai vraiment vécu un très beau Noël 2011. Enfin, c'était génial. Et en janvier 2012, j'ai mon principal fournisseur de rhum qui vient me dire, bah, je me suis trompé dans le prix que je vous ai fait. Je dois vous augmenter de 80%. Et bien là, je me suis dit, j'arrête tout. Ah ouais. Ouais, je me suis dit, j'arrête tout parce que j'avais monté mon C'était plus business. rentable. J'avais monté mon business plan sur un modèle, je dirais, qui était serré. Et je me voyais pas du tout continuer dans ces conditions-là. Donc ça a été forcément la première réaction de déception. Et puis après, on prend un petit peu le temps, on prend du recul et on réfléchit. Il a fallu trouver une autre astuce. L'astuce, elle a été trouvée. En mars 2012, j'ai eu la même chose avec mon fournisseur de bouteilles qui m'a dit, bah non, j'ai plus de bouteilles pour vous. Bah, je les avais commandées. Bah oui, mais c'est pas grave, j'en ai plus pour vous. Très bien. Donc, bah, il a fallu trouver une autre solution. Et ben, ces deux grosses, on va dire, actions-là ont fait que bah, ça a fait mal psychologiquement dès le départ, mais malgré tout, ça renforce aussi le caractère en disant, ben non, on va y aller, on va continuer à se battre. Ok, et donc tu as trouvé d'autres fournisseurs ou Ouais. tu as pu négocier Non, j'ai trouvé d'autres fournisseurs. Ils étaient fermes sur leur position, donc j'avais pas le choix. Puis Ok, j'ai pas d'accord. j'ai jeu d'entreprise, pas d'historique, toujours la crainte de pas être en mesure de payer. Donc aujourd'hui, c'était ça qui était leur principal risque. Donc bah, c'était à moi de m'adapter. Donc il y a eu ces premiers écueils, malgré tout, premier Noël marche bien. En fait, globalement, il y a de la demande. La difficulté, c'est plus au niveau des fournisseurs et pour réussir à avoir un prix tenu. Ça évolue toujours bien. En fait, l'expansion a été grandissante constamment. Derrière, tu savais que le produit, il plaisait. Sur quels aspects tu as travaillé derrière pour faire grandir encore l'entreprise. Donc, potentiellement, on peut faire grossir la production s'il y a une forte demande. Il y a un moment, il a fallu trouver des moyens de communiquer autrement. Déjà, le principal moyen de communication que j'ai utilisé, c'est ma présence. Donc quand tu dis prendre son bâton de pèlerin, si, j'ai beaucoup malgré tout, t'as continué longtemps. je passais beaucoup de temps à aller présenter. Le rapport humain est vraiment un point important, surtout quand tu rentres dans un univers caviste. C'est un commerce de proximité. Quand on parle de proximité, bah c'est quoi? C'est un rapport humain en fait. Moi, c'est comme ça que je le définis. Donc il était important justement que je continue à aller raconter l'histoire et à être présent et surtout à répondre à toutes les questions du consommateur final. Parce que le caviste, il a beaucoup de produits dans sa boutique. Mais est-ce qu'il connaît tous les produits par cœur? Pas forcément. Donc bah, à moi de me rendre dispo dans la complémentarité de ce qu'eux avaient envie de mener comme action pour pouvoir donner le bon discours. Donc ça a pris beaucoup de temps. Après, comme tout démarrage, il y avait aussi l'existence des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux à l'époque étaient accessibles et gratuits. Donc avant de pouvoir financer, je dirais, une quelconque communication, bah, il fallait d'abord connaître, je dirais, les différents rouages de la communication. Les réseaux sociaux sont une première approche plutôt simple, donc j'ai misé là-dessus. Donc au travers de photos régulières des produits et pour informer de ce que tu faisais et des choses qui étaient en test, qui allaient arriver, etc. J'étais pas trop dans le teasing, D'accord. c'est-à-dire que tout ce qui était test, je le gardais pour moi. Et pour revenir à la question précédente, aujourd'hui, qu'est-ce qui a aussi permis de pouvoir aussi se faire connaître? Ça a été tout l'aspect qualitatif que j'ai mis en place dès le départ dans les produits. Et je me suis toujours tenu à vraiment respecter tout ça. Le fait aussi de créer et d'aborder le concept de manière un petit peu différente, d'être toujours dans l'innovation, le fait d'avoir proposé de macération bio dès le départ, le fait d'avoir travaillé des produits avec un passage en fût de chêne, c'était des choses qui n'existaient pas dans le marché du rhum arrangé, qui existaient dans les spiritueux nobles. Donc forcément que ça vient adjoindre cette notion de qualité à la notion de qualité que je souhaitais vraiment apporter au produit. Ouais, donc un produit de base de qualité, des fruits et un rhum de qualité, et toujours dans l'innovation le plus possible. Ouais, et puis une qualité humaine et une qualité de service. C'est-à-dire que j'ai mis le service aussi dans la priorité de ce que je pouvais apporter au caviste. Un caviste, quand il a besoin d'un produit, bah, faut qu'il l'ait. Le caviste, faut qu'il soit rassuré dans ce qu'il va avoir comme produit. Donc j'ai aussi mis le service au centre des débats. Et pour pouvoir avoir ce service-là, il a fallu grossir au niveau de l'infrastructure. Et donc au début, tu étais tout seul. Petit à petit, j'imagine que tu as embauché des personnes.
Qu'est-ce que ça fait au début t'es ton propre patron, t'es tout seul, t'as des comptes à rendre qu'à toi-même, et puis petit à petit, de devoir gérer, manager, c'est aussi un autre métier que de faire du rhum. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que, à nouveau, tu as rencontré des difficultés? Est-ce que toi, ça t'a fait évoluer, j'imagine, dans le rapport aux autres? Le côté management, c'était mon métier d'avant. Donc, Ok. c'était pas une contrainte par rapport à ça. Par contre, quand on est sur une petite structure, que j'étais amené de plus en plus à me déplacer, c'était plus cette notion de confiance vis-à-vis des collaborateurs qui étaient en place. C'est-à-dire que je laissais la clé de la boutique à quelqu'un qui était là toute la journée et potentiellement, moi, j'y étais pas. Donc, produits un petit peu avec attrait, alcool, des fois, c'est des sujets qui sont pas forcément bien concordants. Donc j'ai eu la chance de trouver, je dirais, les deux premiers collaborateurs qui ont intégré l'entreprise, c'était des gens avec lesquels j'avais déjà travaillé. Donc je connaissais leur qualité humaine et le sujet confiance n'était pas un problème. Tu t'es entouré de personnes que tu connaissais bien et en toute confiance. Oui. Et au bout d'un moment, alors tu vas me rappeler combien il y a de personnes là en ce moment dans l'entreprise, mais est-ce que tu arrives toujours à garder le contact avec tout le monde? Parce qu'il y a un moment dans une journée, tu peux pas voir tout le temps tout le monde, etc. Comment ça se passe pour réussir à garder cette confiance, quoi? Donc aujourd'hui, l'équipe est de 12 collaborateurs à diverses fonctions. Je dirais, peu importe aujourd'hui la façon dont a évolué l'entreprise, s'il y a une chose qui est pour moi hyper importante, c'est le contact avec les collaborateurs. Et ça a été, je dirais, moi quand j'arrive, avant de faire quoi que ce soit, la première chose c'est que je vais dire bonjour à tout le monde. C'est la chose la plus importante. En général, j'arrive avant eux, donc c'est eux qui viennent me dire bonjour, mais quoi qu'il en soit, ce contact-là est primordial. Et ça fait partie des choses vraiment ultra importantes qui ont permis que l'entreprise se développe. En plus, le fait d'avoir vraiment monté cette collaboration avec tout le monde autour de valeurs et qui sont clairement aujourd'hui ancrées dans l'entreprise. Finalement, tu essayes d'avoir les mêmes valeurs au sein de l'entreprise que par rapport à l'image que tu donnes de tes produits et du service que tu rends aussi aux cavistes. Je suis qu'un, je suis pas à deux, donc je dirais, j'ai qu'une personnalité et je dirais celui que je suis le même avec mes collaborateurs qu'en dehors du travail, qu'avec les cavistes. Comme ça, il n'y a pas de tromperie en fait. Au travers de ces plusieurs années à gérer cette entreprise, est-ce qu'il est arrivé des choses qui t'ont vraiment fait changer d'un coup? Est-ce que tu t'es pris des claques sur certaines choses, que ce soit dans la gestion de l'entreprise ou alors dans les relations humaines? Est-ce qu'il y a des anecdotes particulières qui t'ont marqué justement sur tout ce parcours-là? Il y a des anecdotes positives, mais il y a aussi des anecdotes négatives. Les anecdotes négatives, ça a été plus les relations vis-à-vis de l'administration. Ouais. J'ai été touché par ça, clairement. C'est là que je me dis que notre système français, il est quand même assez compliqué. Et je comprends qu'il faille mettre en place des règles, des cadres pour pas que ça parte en vrille. Mais quand il y a cette notion d'omnipotence et même d'intrusion dans la gestion, ça me dérange un petit peu. Et clairement, ça m'a dérangé grandement pendant un moment. Donc voilà, ça c'est vraiment les points négatifs. Il n'y en a pas eu beaucoup. Je retiens vraiment plus les points positifs. Ça a été tout ce qui est récompense aux divers concours. Ça, moi, mes 2 premières médailles au concours général du Salon de l'Agriculture, c'était 2 médailles d'or. Ça a été une satisfaction. Je dirais, je pourrais même pas décrire l'émotion que j'ai pu avoir. Quasiment, ouais. Et après, ça a été forcément, on parle de rhum, on parle d'alcool, on parle de soirée. Le fait de participer à des salons, je me suis fait une vraie bande de copains. On est tous concurrents, parce que tous les autres, j'ai des copains qui font d'autres produits similaires ou qui sont dans l'univers du rhum. Et on s'est fait une bande de copains où les salons, c'était vraiment un moment génial où on passait des moments tout simplement magnifiques. Cette semaine, là, il y a une photo du salon il y a 3 ans qui est repassée sur les réseaux sociaux. C'est des gens, on est soudés à jamais, quoi, en fait. Je suis fort dans mes propos, mais on est vraiment dans cette dimension-là. C'est pas galvaudé ce que je veux dire. Et après, il y a toute l'aventure humaine où je dirais, je remercierai jamais l'ensemble des collaborateurs, parce que sans eux, l'aventure, elle ne serait pas là, et on a vraiment vécu des choses vraiment très très fortes tous ensemble. J'aimerais parler justement de la frontière entre la vie pro et la vie perso. Comment tu as
comment tu as géré ça? Parce que, comme tu disais, tu as pris ton bâton de pèlerin, tu es parti loin, souvent longtemps. Comment ça s'est passé? Quel équilibre tu as trouvé ou pas dans tout ça? C'est une frontière qui n'existe pas en fait. C'est Mmh. très compliqué je dirais, quand on est aussi investi, passionné, de réellement de faire la différence. Et j'en ai plus, je dirais, mon travail à la maison que la maison est venue ici. Après, ça a été beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec mon épouse, de manière à pouvoir organiser tout ça. Donc on avait chacun un rôle, on s'y est tous les deux attelés, je dirais, de la meilleure des manières. Mais quoi qu'il en soit, la pression, d'avoir euh, été en mesure de pouvoir gérer cette ascension, parce que quand on est dedans, on s'en rend pas compte. Il faut faire, on fait. C'est plus, je dirais, j'ai beaucoup écouté l'environnement, l'entourage, les gens qui nous étaient proches, mais pas forcément dans le domaine professionnel. Et ils nous ont dit, ouais, ça va vite, ça va très 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 vite. Mais on s'en rendait compte, mais tu peux pas simplement te satisfaire de ça. Donc, bah oui, au bout d'un moment, quand même, ça fatigue. Ça fatigue, ça use. J'ai pris quelques risques, parce que bah, quand tu rentres à 23h minuit et que tu repars à 4h le lendemain matin, parce que tu dois être reparti à l'autre bout de la France, voilà, oui, j'ai joué, je pense, un peu avec certaines limites. Tu as touché aux limites. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Est-ce que tu as trouvé un équilibre dans tout ça? Et quelles ont été peut-être tes ressources pour évoluer avec ça et trouver le moyen d'être équilibré? Bah, le principal axe, je dirais que j'ai travaillé de manière involontaire, parce que je dirais quand j'ai mis les pieds dedans, c'était involontaire, c'est tout ce travail autour du développement personnel. Mmh. Ça a été vraiment, vraiment pour moi une révélation qui a constamment permis de me remettre en cause, d'essayer de me poser les bonnes questions, d'écouter, parce que je dirais c'est vraiment un travail qui est infini, et quand on écoute les gens qui maîtrisent un petit peu le sujet, c'est super intéressant. Mais toute cette introspection, pour moi, ça a vraiment été vraiment des étapes importantes. Et je remercierai jamais aussi la personne avec laquelle j'ai travaillé là-dessus, avec laquelle je continue à travailler. Comme j'expliquais, c'est vraiment un travail qui est infini. Après, et c'est là qu'on se rend compte des choses importantes. Euh, Quand on crée une entreprise qui fonctionne, est-ce que c'est la seule vérité qui est capable de nous satisfaire? Bah, j'ai fait le constat que non. Donc il a fallu se poser les bonnes questions. Bah, aujourd'hui, tu as une vie, il y a des gens qui sont à tes côtés. Bah, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de continuer à surfer sur le succès? Est-ce que c'est de continuer de gagner de l'argent? Bah, je me suis dit, non, c'est pas les choses qui me font vibrer. Et par contre, les choses qui me font vibrer, c'était mes enfants. Et ça a été clairement la première chose qui m'a fait me dire à un moment, est-ce que tu n'es peut-être pas en train de te tromper de route? Et bah voilà, après bah, on enchaîne, on continue, on réfléchit, on se remet en cause, et puis bah, au bout d'un moment, quand c'était la vraie révélation, non, aujourd'hui je veux continuer à voir mes enfants. La vie, ça fait partie des plus belles choses qui nous est donné d'avoir. Donc voilà, après bah, c'est là que j'ai pris la décision de céder l'entreprise. Donc tu as décidé de vendre l'entreprise. C'est pas une mince affaire. On peut dire que c'est presque comme un enfant. Mm, Ton troisième enfant, c'est ça, hein, t'es papa de 2 enfants. tout à fait. Euh, Comment ça s'est passé pour lâcher prise aussi sur ça et pour vraiment décider de passer à autre chose, quoi. Donc en effet, comme tu le dis, cette entreprise peut être considérée comme mon troisième enfant, puisque tu la conçois, tu l'officialises, tu la crées, et ensuite tu la développes, tu l'éduques. Ça, c'est des choses qui sont réellement importantes. Mais je dirais quand on part dans ce principe-là, dans cet environnement-là, ça veut dire que je suis un parent. Quel est le réel ou quel est le rôle le plus important d'un parent aujourd'hui? Eh ben, c'est d'éduquer de la meilleure des manières son enfant. Et l'éducation, c'est quoi? C'est de lui donner le maximum d'outils pour qu'il puisse s'ouvrir à la vie et être en mesure de pouvoir s'adapter à cette vie. Mais j'estime, c'est ce que j'avais réussi à faire avec les Roms de Cèdre, que l'entreprise était aujourd'hui suffisamment solide pour pouvoir affronter, je dirais, d'autres mécanismes de la vie. Donc une fois que tu as pris ça en compte, tu te dis, ben, en fait, l'entreprise ne m'appartient pas. On est dans notre société toujours dans cette notion d'appartenance. Mmh. Aujourd'hui, moi, je fonctionne, je possédais les capitaux, Ouais. mais l'histoire, je la partage. Les collaborateurs, je les possède pas.
ils font partie d'une aventure, ce sont des alliés, il n'y a pas de notion de possession. Donc quand on sort de ce phénomène de possession, bah, je dirais il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien en fait. Et je dirais en prenant cette décision, bah, je basculais vers la volonté de continuer à maîtriser mon bonheur, mon cheminement, et puis de participer, je dirais, à ce que j'avais pas réellement eu le temps de faire jusque-là, c'était d'être avec mes enfants. Finalement, on fait un peu une boucle, enfin en tout cas on retrouve une étape quand tu es passé de ton CDI à cette aventure-là, où tu aurais pu t'accrocher à ce que tu possédais, ce CDI, cette sûreté, et tu n'aurais jamais tenté cette aventure magnifique. Et là, effectivement, on pourrait se dire, mais il lâche un truc de dingue, un rêve, mais a priori, finalement, tu t'ouvres à nouveau les possibles. Tout à fait. Et après, oui, beaucoup de personnes aimeraient vivre ce que j'ai vécu et de créer une entreprise et de partir de zéro et de l'amener là où est-ce que c'est arrivé. Mais on voit que la façade en fait. On oublie tout ce qui se passe en dessous. Comme on prend l'image de l'iceberg, si on prend la partie qui est au-dessus de l'eau, ça va être le succès, le fait que les produits marchent bien, le fait que c'est toi Ced. Ouais, c'est bien, mais tout ce qu'il y a en dessous, on l'oublie très souvent. Et c'est la partie la plus importante, et c'est celle qui fait que l'iceberg il est au fond. Bah c'est ça, c'est que c'est un poids, c'est de la pression, c'est le fait de ne pas voir sa famille comme on le veut, c'est le fait d'être fatigué, le fait de passer à côté d'un certain nombre de choses. Et puis tout ça, aujourd'hui, on sait que ça peut avoir un risque sur la santé. Et j'avais déjà commencé à essayer à être sensible là-dessus. De faire aussi attention à ma santé. Si on veut durer, faut faire aussi un petit peu attention à ça. Bah écoute, sur ces belles paroles, je pense qu'on va clore l'interview. Merci infiniment, Cédric, de nous avoir accueillis, d'avoir répondu à toutes ces questions vraiment avec beaucoup de générosité. Donc c'est cool. J'ai appris plein de choses et puis j'ai hâte. Alors peut-être, j'espère qu'on se retrouvera avant 10 ans cette fois-ci pour connaître un peu plus sur ton parcours et ce que tu auras décidé de faire. Je te remercie parce que aujourd'hui j'estime que ça fait partie des moments réellement importants où on va dire les masques, on se dévoile un petit peu par rapport à tout ça. Des fois il y a des personnes qui osent pas me poser ce style de questions et pourtant ça fait partie de la vraie vie. Et moi j'adore parler de la vraie vie parce que tout ce qui est simili, voilà, moi je veux être dans la vraie vie avec les pieds sur terre et parler des choses bien comme des choses un peu plus problématiques. Ça fait partie des choses qui permettent d'avancer pour soi mais aussi pour les autres. Chacun aujourd'hui prendra ce qu'il a envie de prendre de ce que j'ai raconté. Il y en a à qui ça va parler, d'autres non, mais voilà, vous avez la liberté de le faire et ça c'est une des plus belles richesses. Généralement, on voit en l'autre ou dans ce qu'on perçoit, un reflet de soi-même. Puis généralement, on va aller chercher ce qui valide un peu des fois nos croyances. Donc ouais, t'as raison. On trouve ce qu'on a envie de trouver. Et des fois, on essaye d'ouvrir un peu plus les yeux et d'aller gratter. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Un vrai plaisir. On va peut-être goûter un petit rhum, non ? Si tu veux. On peut ou pas ? Ça se tente ? Un seul. J'ose pas. On va dire ce qu'il faut. On a quoi faire.